Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire du jour. Mon invité, c'est Fanny Stromberg, directrice monde de la maison Cointreau, la production des oranges, le soutien à la recherche scientifique, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Beaucoup de thèmes à aborder dans une minute. Notre débat il portera sur le prix pour les femmes et la science organisé par la Fondation L'Oréal avec seulement 28% de femmes scientifiques. La France est en retard. Comment le combler? On parlera notamment de l'importance des rôles modèles. Et puis la bonne idée du jour, elle est signée IQ-Spot, une start-up qui œuvre contre le gaspillage énergétique dans les immeubles de bureaux. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Fanny Stromberg, bienvenue. Vous êtes donc la directrice monde de la maison Cointreau. Cointreau, c'est de l'histoire, 170 ans d'histoire. Bientôt 175. Et puis c'est le futur. C'est l'innovation, la recherche scientifique. On va évidemment en parler longuement. La recette, puisqu'on commence par l'histoire en quelque sorte, elle est un peu immuable. C'est quoi? C'est de l'orange, de l'écorce d'orange, c'est ça qui participe à la recette? Tout à fait. Donc juste si vous me permettez, donc Cointreau, c'est une marque qui appartient au groupe Rémy Cointreau et qui est née en 1849. Donc on va bientôt fêter nos 175 ans. Et de la région d'Angers, deux frères qui à la base étaient licoristes, confiseurs, donc qui avaient dans leur savoir-faire la distillation. Ouais. Et c'est la deuxième génération, Édouard, qui a eu l'idée d'aller, qui était fasciné par l'orange, qui à l'époque était un fruit précieux qui venait d'arriver en France, du côté de cette région, et qui s'est dit je vais aller les chercher là où elles sont les meilleures, et qui du coup est parti aux quatre coins du monde à la recherche de ces oranges. Donc pour répondre à votre question, la recette, ce sont des écorces, je vous en ai amené là sur le plateau, des écorces d'orange douces, amères. Donc amères, elles viennent du Brésil et de Tunisie, et les douces viennent du Maroc et du Ghana. Et on a aussi également des écorces fraîches qui viennent d'Espagne. C'est également de l'eau, 100% France. C'est aussi de l'alcool neutre et du sucre. Betterave, France, Centre-France et Nord. Voilà. Et elle est immuable, pour répondre à votre question. Oui, c'est la même recette. Quasiment, enfin 173 ans, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Le taux de sucre a un peu baissé. Voilà. Alors, il y a évidemment, on va parler beaucoup de recherche, de biodiversité, mais quand on produit comme ça une liqueur, ces écorces, le reste des oranges, qu'est-ce que vous en faites? Comment vous les utilisez en quelque sorte? Alors, c'est quelque chose qui nous soucie bien évidemment. Il y a 60% du fruit aujourd'hui, donc nous on exploite les écorces, 100% des écorces, on en reparlera après si vous voulez, 60% du reste du fruit utilisé pour l'industrie du jus d'orange, pour des fruits confits, pour de la confiture, et également une fois qu'on a en fait distillé et qu'on récupère les écorces d'orange, ce qu'on appelle le terpène, est utilisé notamment pour l'industrie de la parfumerie. C'est la fameuse fleur de Néroli. D'accord, donc il n'y a rien de perdu dans le fruit. Voilà. Vos oranges, vous nous avez donné les pays d'origine, mais il faut qu'elles soient bio, comment elles sont produites, c'est quoi le rapport avec les exploitants en quelque sorte? Parce que ça aussi c'est un élément très important. C'est un élément fondamental qui d'ailleurs nous anime depuis un moment, puisque clairement, si je n'ai plus d'écorce d'orange, il n'y a plus de liqueur d'orange. Donc plusieurs choses, on a une charte qualité, on cède d'organismes et de certification, donc des organismes internationaux tels que Global Gap ou Rainforest, qui nous aident en fait à définir un cahier des charges très strict sur la manière dont on cultive les sols, la manière dont les orangers poussent, la manière dont on sèche au soleil, pas trop d'eau, la manière dont c'est conditionné. Donc voilà, ces certifications nous aident. Aujourd'hui, juste pour vous donner un exemple, on a 64% de nos producteurs agricoles qui aujourd'hui sont certifiés. Ça veut dire peu de pesticides, ça veut dire, c'est surtout ce qu'on appelle, on les accompagne dans cette, j'allais dire, agriculture raisonnée, à savoir... 64% aujourd'hui, objectif 100% en 2025. Donc c'est demain, 2025. C'est demain, mais vous voyez, en un an, on est passé de 50 à 64, puisqu'aujourd'hui, on visite beaucoup notre master distiller, Carole Quinton, passe énormément de temps chez nos producteurs. Donc, on les accompagne justement dans cette certification. Donc, c'est l'agriculture responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'est pas nécessaire. Systématiquement, on n'utilise pas systématiquement des produits et c'est vraiment quand on en a besoin. Donc, ça, c'est une première chose au niveau des terroirs, de certification, charte qualité. Et on les accompagne aussi, surtout dans leur biodiversité, faire en sorte que ces sols
soient de plus en plus climato-résistants. C'est important. Bien sûr. Puisque malheureusement, les terroirs, aujourd'hui, les orangers sont vraiment exposés à ce réchauffement climatique. Et en plus, on a une petite bébête, une bactérie qui vient d'un insecte, qui se met dans les orangers, donc qui se positionne dans les racines. C'est ce qu'on appelle la maladie du dragon jaune, c'est ça? C'est horrible, HLB, c'est voilà, exactement, qui se met, qui du coup a comme conséquence le fait que les feuilles tombent. Du coup, viennent en plus pourrir les racines. Oui. Donc, on s'est engagé dans un programme de recherche. Alors, justement, j'allais y venir. Donc, il y a les engagements de votre maison pour soutenir la recherche. Donc là, on est avec le CIRAD. Alors, exactement. En quoi ça consiste, cet accompagnement du CIRAD? C'est des fonds? Oui, c'est un organisme à but non lucratif qui fait de la recherche en agroalimentaire et qui nous aide justement parce que, j'ai envie de dire, ça dépasse la production de mon produit. Oui. Ça met en danger toute l'industrie du jus d'orange, par exemple. Donc, on s'associe notamment avec des concurrents. Donc, comme quoi, l'esprit collectif, quand il s'agit de sauver la planète, est là, avec un de nos concurrents, pour justement faire de la recherche pour essayer d'éradiquer. Donc, ça consiste en quoi? Aujourd'hui, il n'y a pas de solution. On va être très clair. Donc, l'idée, c'est travailler sur des solutions alternatives, type des porte-greffes. Des porte-greffes, vous imaginez un petit arbre, et puis un porte-greffe, c'est comme si on allait imaginer créer un autre arbre à côté. Je vous le simplifie, c'est très technique. Oui, c'est très gentil de me le simplifier. Des porte-greffes donc naturels. Donc là, il faut inventer des solutions. Il faut inventer des solutions, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Ouais. Alors, il y a un autre programme de recherche que vous soutenez. Là, on est avec l'INRAE et on est en Corse. C'est quoi ce programme de recherche? Alors, c'est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation, l'environnement. Il y en a deux. Il y en a un en Californie, qui travaille beaucoup sur l'industrie du jus d'orange. Et nous en Corse, donc c'est la deuxième plus grande biodiversité d'agrumes. Je crois, c'est un endroit fabuleux. Il y a plus de 1000 espèces différentes d'agrumes, notamment les oranges. Et on travaille avec eux justement pour nous aider à définir le cahier des charges. Donc, on apprend des choses. On n'est pas des spécialistes, mais on est en train d'apprendre. On travaille justement pour savoir quelles sont les données importantes pour la sécheresse des écorces. À quel moment l'arbre et l'orange est prêt à être cueilli. Ce dont les sols ont besoin justement pour être demain en mesure de résister au réchauffement climatique. Ouais. Donc c'est un certain nombre de sujets. C'est très technique. Et c'est un engagement, enfin on voit bien que c'est aussi l'avenir de la liqueur elle-même qui est en jeu, puisque c'est la matière première, mais c'est un engagement pour la biodiversité? C'est un engagement pour la biodiversité, parce qu'on a envie que dans 300 ans, il y ait encore des oranges sur Terre, et c'est également pour promouvoir la qualité de mes écorces d'orange. Ce sont les deux choses. Ouais. Puisque un des secrets, qu'est-ce qui fait que la formule n'a jamais évolué, c'est l'art de la sélection. Et l'art de la sélection passe par une charte qualité qui évolue au fil du temps, qui suit justement les impacts de réchauffement climatique, de manière à avoir les meilleures écorces douces et amères. Elle marine longtemps, tiens, question de béotien, les écorces. Marine, ça sèche des jours et des jours. Oui. Et ensuite, alors, ça paraît incroyable, mais donc, la veille de la distillation, un processus de distillation dure 4 heures. La veille, on met l'eau, l'alcool neutre, le sucre, les écorces, donc ça marine la nuit, et c'est le lendemain matin, une fois que ça a bien mariné dans nos alambics, et je vous invite à venir nous rendre visite à Angers. Ensuite, à ce moment-là, Carole Quinton, notre master distiller, c'est à ce moment-là qu'elle décide, quand elle sait que c'est optimal, elle commence le processus de distillation. Et ça dure 4 heures. Alors, vous avez parlé d'eau, donc vous êtes un gros consommateur d'eau, forcément. Là aussi, il y a eu un programme d'économie mis en place par la Maison Cointreau? Tout à fait. Donc ça, c'est depuis 1997. Avant, il fallait quasiment 2 litres d'eau pour réaliser 1 litre de liqueur. Aujourd'hui, on a réduit de 50%. L'eau bien sûr, est locale, elle est filtrée. Et voilà, donc on a vraiment... dans notre ADN, le site d'Angers est assez green, certification ISO 14001 depuis 2001, et ainsi de suite, électricité verte depuis 2017. Mais comment on fait autant d'économies d'eau? On travaille sur des processus, c'est très technique aussi. On a des ingénieurs qui mettent des compteurs, qui toujours au service de la qualité. Mais par contre, ce sont des techniques...
trouvés par nos équipes. D'accord. Alors, on va terminer avec un objectif plus général affiché de réduction de 50% d'émissions de gaz à effet de serre par bouteille d'ici 2030. Alors là, on vient de lister un certain nombre de leviers. Tout ça y participe. Il y a d'autres leviers à activer pour arriver à ce résultat? Tout à fait. Donc nous, on a 30% nos émissions à effet de serre qui proviennent du packaging, donc de la bouteille, qui est en verre. Ouais. Donc aujourd'hui, elle est faite à partir de 2 tiers de verre recyclé, 1 tiers de verre vierge. Et la raison pour laquelle on n'arrive pas au 100%, c'est le manque de disponibilité du calcin en France. Donc les verriers, notamment notre partenaire historique Verallia, Picardie, travaille dessus, donc justement pour essayer de se sourcer. Donc, mais déjà, on est aux 2 tiers, on est au maximum aujourd'hui réalisable. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on essaye de réduire notre poids de verre. Donc ça, on travaille sur des techniques, mais toujours en étant certain on ne va pas casser la bouteille, donc c'est toujours l'équilibre, c'est une question d'équilibre, mais en tout cas on le fait. Et en attendant, ce qu'on fait aussi, c'est on travaille sur des bouteilles refillable. Donc on est contraint, et heureusement par la réglementation alimentaire, c'est pour ça que c'est pas simple comme sujet. Par contre on y va, on y est, on commence déjà là, vous allez voir, il y a un partenariat qu'on va signer pour justement au moins fournir d'ores et déjà tout ce qui est hôtel, bar, restaurant, avec des espèces de bonbonnes. Donc on va arriver, on n'aura plus qu'à remplir la bouteille. Permettront de re-remplir les bouteilles. Voilà, ce qui évite de transporter notre bouteille, parce que qui dit verre, dit empreinte carbone. Évidemment, et qui dit transport, dit camion sur les routes. Merci beaucoup Fanny Stromberg, et à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre débat quand un géant de la cosmétique récompense les femmes scientifiques. Le débat de ce Smart Impact, je vous présente tout de suite mes invités. Elisa Simon-Pietri, bonjour, bienvenue. Bonjour, vous êtes directrice du programme pour les femmes et la science au sein de la Fondation L'Oréal. Et Lucie Riès, bonjour, bienvenue à vous aussi, lauréate du prix pour les femmes et la science, l'une des lauréates de ce prix. Peut-être on démarre, Elisa Simon-Pietri, par une présentation du programme. C'est quoi ce programme pour les femmes et la science ? Alors, c'est un programme d'accompagnement et de soutien des femmes scientifiques dans le monde de la recherche qui vise à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes dans ce secteur, notamment leur invisibilité et tous les biais qui sont engendrés dans ce milieu-là. Donc, on a tout un programme de prix à la fois pour des jeunes talents, mais également pour des femmes plus seniors. Et également, on essaie d'inspirer les nouvelles générations de jeunes filles à rejoindre les filières scientifiques. Oui, ça, on va en parler évidemment. Quelques chiffres qui montrent l'ampleur du défi. Moins de 4% des prix Nobel scientifiques ont été remis à des femmes. Et en Europe, 14% des hautes fonctions académiques seulement sont occupées par des femmes. L'un des leviers, c'est le rôle modèle. Pourquoi il y a cette importance d'avoir des rôles modèles pour vous ? Eh bien parce qu'aujourd'hui on en manque beaucoup, on le voit un petit peu partout, et notamment la pandémie a mis pas mal en exergue ce manque de femmes scientifiques visibles. C'est un atout majeur à la fois, comme on vient de le dire, pour inspirer les nouvelles générations, mais également pour les jeunes chercheuses, pour pouvoir s'identifier, se reconnaître, les maintenir dans ce secteur et leur donner envie. Pardon de vous interrompre, est-ce que parfois ces rôles modèles existent mais ne sont pas médiatisés ? Exactement. C'est encore vrai aujourd'hui, ça. Malheureusement, c'est encore vrai aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on remet des prix et qu'on les accompagne vraiment à la fois dans leur visibilité et puis dans leur leadership pour leur permettre de briser le plafond de verre plus rapidement et espérer être visible au plus grand nombre. Et Lucie Riès, ils vous ont manqué, elles vous ont manqué, ces modèles féminins ? Oui, c'est vrai que durant mes études, durant mon parcours professionnel ou mes maternisées notamment, j'ai eu du mal à trouver des exemples de femmes qui me ressemblaient. C'est vrai que... C'était important, et vous allez vous-même pouvoir en inspirer d'autres. Vous êtes en 3e année de post-doctorat au sein du laboratoire de physique de l'école Normand-Sud à Paris. Alors, en essayant d'être le plus simple possible, c'est quoi votre domaine de recherche, que je comprenne ? Moi, je travaille sur les thématiques du traitement de l'eau. Donc, on voit que la purification de l'eau, c'est un des grands enjeux de ce siècle, que ce soit socio-économique, environnemental. Donc, du coup, au laboratoire, avec mon équipe de recherche, on développe des filtres pour le traitement de l'eau, donc pour le traitement de l'eau de mer, et puis aussi pour le traitement de l'eau courante.
Et il y a une comment je peux dire ça, une gamme un potentiel de progrès important, parce que c'est un travail sur lequel beaucoup de chercheurs et de chercheuses ont dû s'échiner depuis quelques décennies, non ? Oui, c'est sûr qu'il y a énormément, notamment pour le dessalement, il y a déjà énormément de solutions qui sont disponibles, mais elles sont très coûteuses, elles sont très énergivores, et surtout c'est encore assez compliqué à l'heure d'aujourd'hui, par exemple, de faire du dessalement à petite échelle. On arrive à faire des très grosses centrales de dessalement, je pense au Qatar, notamment en Espagne, il y en a beaucoup, mais à plus petite échelle, c'est quand même des choses qui sont encore manquantes, parce que les process sont encore assez coûteux à développer à plus petite échelle. Donc voilà, dans mon équipe, on travaille au développement de nouvelles solutions innovantes pour le traitement de l'eau, pour le dessalement, qui pourraient être implémentables à plus petite échelle. Et oui, et ça ouvre de sacrées perspectives. Elisa Simon-Pietri, en partenariat avec l'Académie des sciences et la Commission nationale française pour l'UNESCO, vous avez donc créé ce prix Jeunes talents pour les femmes et la science. Déjà, c'est quoi les critères pour postuler ? Comment c'est organisé ? Alors, c'est sous forme d'un appel à candidature. C'est des candidatures spontanées qu'on envoie à l'ensemble de notre réseau scientifique, l'ensemble des écoles doctorales, qui diffusent encore plus largement auprès de leurs étudiants et de leurs chercheurs. Et puis, on reçoit donc un grand nombre de candidatures. En France, autour de 650-700 candidatures en moyenne. Et puis après, il va y avoir un processus de sélection qui va démarrer. Donc, on va mettre en place des experts qui vont, par discipline, sélectionner une liste un peu réduite qui va ensuite passer auprès du jury de l'Académie des sciences. D'accord. C'est quoi ? C'est une trentaine de lauréates, c'est ça ? Donc 35 gagnants sur, là cette année, 660 candidatures éligibles. Et puis, on a donc environ une centaine d'experts qui sont impliqués dans l'expertise et dans l'évaluation. Et puis, on a 27 membres de jury de l'Académie des sciences ensuite qui déterminent les gagnants. Donc, ça veut dire qu'on est dans plein de domaines de recherche différents. Voilà, dans plein de domaines. Ça va des sciences de la vie et de l'environnement, ça va aux sciences de l'ingénieur, sciences de la matière, mathématiques, informatique. Lucie Rie, est-ce que donc vous faites partie de ces 35 lauréates ? Bravo. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Peut-être du financement déjà, un accompagnement ? Expliquez-nous. Déjà, le premier point, c'est que ce prix me permet de parler de mathématiques de recherche, d'être ici d'une certaine façon. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. Notamment, ça m'a permis d'initier beaucoup de discussions, de rencontrer beaucoup de gens, de rencontrer très enrichissante, déjà à l'heure d'aujourd'hui, avec des personnes dans mon domaine de recherche, mais aussi dans plein d'autres. Mais je dirais que pour moi, le point le plus important de ce prix, c'est qu'il permet à des jeunes chercheuses comme moi de s'adresser aux jeunes générations. Notamment via divers événements, on a pu rencontrer des lycéens, des lycéennes. Et ça, c'est l'occasion pour nous de faire passer différents messages. Et je trouve que vraiment, le fait de pouvoir s'adresser aux générations, c'est un pouvoir qui est considérable. Oui, on y reviendra. Ça, je veux bien que vous nous racontiez cette rencontre. Mais d'abord, peut-être sur le processus de recherche. On le voit, nous, quand on reçoit parfois des entreprises innovantes qui nous expliquent pendant combien d'années il a fallu travailler avant de pouvoir déposer un brevet et puis ensuite arriver éventuellement à passer à l'échelle et industrialiser. Mais c'est un processus long, c'est un processus coûteux, c'est un processus qui demande évidemment du talent, mais pas seulement d'une personne. Expliquez-nous un peu. Oui, c'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts. En fait, on se rend compte qu'il y a énormément de résultats de recherche fondamentale, en sciences fondamentales, qui dorment un peu sur les étagères des laboratoires. Et en fait, ces résultats-là, ils pourraient donner lieu à de l'innovation. Mais cet effort de faire sortir les résultats de recherche vers l'industrie, notamment cet effort de valorisation de la recherche, en France, c'est quand même encore assez compliqué. Donc c'est vrai que nous, dans notre équipe notamment, on travaille beaucoup à la valorisation de la recherche, au fait de travailler en collaboration avec des industriels pour faire que nos solutions elles puissent impacter les industriels. Et à l'inversement, je pense que c'est vraiment une collaboration qui est extrêmement riche dans les deux sens, puisque les chercheurs ils peuvent permettre aux industriels de répondre à des problématiques concrètes, mais les industriels, ils alimentent aussi la recherche fondamentale en apportant de nouvelles problématiques. Ça fait combien d'années que vous travaillez sur cette question des filtres, c'est bien ça, pour purifier l'eau ou la dessaler ? Oui, ça fait 6 ans, donc j'ai déjà fait ça pendant mon doctorat, où j'ai développé des filtres pour le traitement de l'eau. Et puis maintenant, mon grand but, c'est d'essayer de les faire sortir du laboratoire et vraiment de les faire maturer à l'échelle industrielle. Et ça peut prendre encore combien de temps, ça ? Ça dépend des applications, parce que dans le traitement de l'eau, il y a plein de choses. Il y a différents types d'eau, différents types de contaminants. À l'heure d'aujourd'hui, c'est des questions qu'on essaye d'évaluer. Oui, d'accord. Elisa Simon-Pietri, l'idée, c'est aussi de créer un réseau de femmes scientifiques. Pourquoi c'est important ?
Alors c'est clé pour nous parce que c'est ce qui va leur permettre aussi de créer du lien et puis surtout, comme elles sont sur le terrain, c'est de leur permettre en fait d'échanger sur leurs problématiques, leurs expériences et ensuite d'en faire des ambassadrices de la cause. En fait, notre objectif en créant ce réseau, c'est bien sûr qu'elles puissent s'entraider entre elles, donc avoir une sorte de mentorat collectif ou individuel dans certains cas, et qu'ensuite, elles soient aussi vraiment des porte-parole de la cause des femmes en sciences et qu'elles puissent elles-mêmes sur le terrain faire avancer cette problématique et ces inégalités de genre qu'on retrouve encore beaucoup trop dans le monde de la recherche. Lucie Riès, vous avez déjà repéré dans ce réseau une femme qui pourrait vous éclairer, vous aider, partager son expérience? Je pense qu'on est déjà toutes complémentaires dans la mesure où on bosse sur des thématiques, on travaille sur des thématiques de recherche qui sont assez vastes mais finalement complémentaires. Donc je pourrais pas citer une personne en particulier, mais je pense que c'est plutôt une évolution globale qui fait qu'on pourra toutes s'entraider et puis avancer ensemble. C'est un réseau mondial dont on parle? Oui, c'est un réseau mondial puisque c'est un programme qu'on a lancé en 1998, il y a bientôt 25 ans, on va fêter nos 25 ans et on a 52 programmes dans le monde, comme le programme français. Et on couvre 110 pays. Donc, du coup, aujourd'hui, ça représente environ 4000 femmes, plus de 4000 femmes qui ont été récompensées, accompagnées. Donc, c'est un réseau qui est assez conséquent et de tout niveau. Donc, ça va des doctorantes jusqu'à des femmes les plus seniors, jusqu'à même certaines de nos lauréates qui ont reçu un prix Nobel. Donc, elles ont toutes des expériences et des parcours très différents et c'est ce qui fait la richesse de ce réseau. Je le disais en titre, 28% de femmes scientifiques seulement en France. On se place comment, tiens, avec un chiffre comme celui-là? Pas très bien. Pas très bien. Eh bien non, même au niveau européen, on est en dessous de la moyenne? On est en dessous du niveau européen à 33,8 et en dessous du niveau mondial qui est à 33%. Donc on n'est pas les meilleurs acteurs de la recherche. Oui, et avec une réforme du bac qui a créé une sorte de décalage entre les aspirations des élèves et notamment des jeunes femmes et l'accès aux mathématiques. Alors ça a été modifié, donc on peut espérer qu'il n'y aura pas d'impact à long terme trop important. Mais vous avez parfois l'impression de vous battre contre un système qui est un peu endormi face à ce retard? Effectivement, parfois ce type de décision effectivement, va à l'encontre de tous les efforts qui ont pu être faits. Et donc, malheureusement, en général, dans ce type de cas, on recule beaucoup plus rapidement que la vitesse à laquelle on a avancé. Donc, c'est la théorie de l'ascenseur et de l'escalier. L'ascenseur, quand il décroche, il descend vite et l'escalier, il est plus long à remonter. Et alors, justement, vous l'avez dit rapidement, quand vous allez à la rencontre de lycéens et de lycéennes, vous l'avez fait. Comment ça se passe? Pourquoi est-ce que vous voyez dans leurs questions, dans leurs regards qu'ils disent « Waouh, elle a pu y arriver » quoi. C'est vrai que c'est assez incroyable ces échanges-là parce que c'est l'opportunité de s'adresser aux jeunes filles qui ont peut-être envie de faire des sciences mais qui doutent parce que peut-être qu'elles n'ont pas de rôle modèle. Et c'est l'occasion de leur dire qu'il y a des opportunités incroyables dans la science et que surtout la science a besoin d'elles. Mais c'est aussi l'opportunité de s'adresser aux jeunes garçons parce qu'en fait, eux aussi, ils peuvent avoir un rôle. Ils peuvent, je pense, aux amis, aux frères, aux cousins, puis même peut-être à l'échelle un petit peu au-dessus des plus si jeunes garçons, disons, les nouveaux diplômés ou les jeunes chercheurs. Voilà, on est des jeunes chercheuses, on peut aussi s'adresser aux jeunes chercheurs. C'est essentiel, je pense, de leur dire qu'eux aussi, ils ont leur rôle à jouer. C'est important qu'ils comprennent qu'il y a des problèmes, qu'il y a des inégalités dans la répartition des acteurs scientifiques et qu'eux, ils peuvent aussi s'adresser aux jeunes filles pour les encourager à se lancer dans les sciences. Merci beaucoup, merci à toutes les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. C'est Smart Ideas tout de suite. Et la bonne idée du jour est signée Julien Bruno. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'IQ-Spot, créé en 2015 avec Quentin Hénard. C'est quoi l'idée de départ? Racontez-nous. Alors, l'idée d'IQ-Spot, c'est une solution à destination des investisseurs immobiliers, donc les gens qui vont gérer des immeubles de bureaux, de logistique, de centres commerciaux un peu partout en France ou en Europe. On leur propose une solution clé en main pour suivre tout ce qui est consommation, énergie, eau de leur portefeuille. Et on a tout un tas d'analyses et d'accompagnements pour les aider à diminuer de manière conséquente les consommations énergétiques sans travaux
sur leur parc immobilier. Sans travaux, donc ça passe par des capteurs, j'imagine. Quel type de capteurs? En quoi vos capteurs sont innovants? Exactement, donc ça passe par des capteurs qu'on installe sur les compteurs généraux, électriques, gaz, eau des bâtiments. Donc c'est des capteurs sans fil, c'est pas nos capteurs, on utilise des capteurs du marché mais qu'on intègre. Et ils sont sans fil, donc simples à mettre en œuvre, autonomes, ils durent de 3 à 5 ans d'autonomie. Et ces données, ils vont nous donner une donnée par heure sur tous ces compteurs qu'on va ensuite agréger dans notre plateforme web, analyser et restituer à toutes les parties prenantes de gestion d'un... Alors l'innovation, elle est où? Elle est dans le fait d'être présent sur les différents modes de consommation d'un immeuble de bureau ou d'un centre commercial? C'est quoi l'innovation en fait? L'innovation, ça va être... l'ADN IQ Spot, c'est la partie plateforme informatique. D'accord. Le fondateur et moi-même, on est issus on a un doctorat en informatique et on s'est lancé à l'issue de ça. Donc l'idée, c'est là où il y a le plus d'innovation. Okay. La deuxième innovation, c'est vraiment d'intégrer tout de bout en bout, du capteur, le logiciel, l'accompagnement humain, pour quelque chose de clé en main pour un propriétaire immobilier. Qu'est-ce que ça peut représenter comme immobilier, comme économie pour un propriétaire immobilier? On a fait une étude justement en début d'année pour quantifier ça concrètement sur les immeubles qu'on équipe. Et ce qui en est sorti, c'est que dès la première année, c'est en moyenne moins 16% de consommation dès la première année en termes de consommation énergétique. Ouais. Et donc ce qui représente à peu près 2,6 kg de CO2 d'émissions évitées par mètre carré par an grâce à cette solution. Ouais, donc en ces temps de sobriété et d'efficacité énergétique, évidemment, vos solutions, elles doivent être particulièrement recherchées. D'ailleurs, vous avez plus de prospects, plus de clients potentiels là depuis quelques mois et malheureusement depuis le début de la crise liée à la guerre en Ukraine. Clairement, on a senti un avant-après. Oui. Il y a beaucoup plus de la part de nos clients existants avec une volonté de massifier cette solution-là sur leur parc et de la part de nouveaux clients qui nous contactent ou qu'on contacte et où la thématique est clairement d'actualité. Donc on est dans l'univers des smart buildings. Est-ce que ce qui est intéressant dans ce que vous proposez, c'est que vous pouvez intervenir sur un immeuble déjà existant. Est-ce que c'est plus simple si on conçoit ça dès l'origine? C'est plus simple si on conçoit ça dès l'origine, c'est vrai. Après, la problématique, c'est qu'il y a seulement 1% du parc qui est renouvelé tous les ans. Donc le 99% restant, il faut travailler faire quelque chose. Et donc c'est là où on attaque en particulier ce segment de marché. Alors en préparant cette interview, j'ai découvert un mot, c'est limotique. C'est quoi limotique? C'est ce dont vous parlez là? C'est plus vaste, ça en fait partie, c'est la domotique dont on entend beaucoup parler pour le domicile, pour les particuliers, mais appliquée à l'immobilier. Donc l'idée de mettre des capteurs, des objets connectés dans le monde de l'immobilier, c'est un nom qui sort de là. Le fait vous l'avez mis en avant, de ne pas avoir de gros travaux à faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre votre intervention et le résultat, puisque là on est un peu dans une urgence énergétique, il se passe quoi? Quelques semaines, quelques mois? C'est efficace très rapidement? Comment ça se passe? L'installation est très rapide sur un immeuble de taille moyenne, 5000 m², c'est de l'ordre de la demi-journée où on installe et c'est connecté. Et dès les 2-3 premières semaines, on voit déjà comment le bâtiment se comporte le week-end, la nuit, par exemple pour un immeuble de bureau lorsqu'il n'est pas utilisé. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir préconiser des actions réalisées tout de suite. Donc, dès le premier mois, on peut déjà avoir des économies significatives. Donc ça veut dire que vous donnez une feuille de route après, c'est ça, en quelque sorte? On donne des actions concrètes à mettre tout de suite en place dans l'immeuble et ça permet de suivre ça ensuite sur le long terme. Tout à fait. Merci beaucoup, merci Julien Bruno et bon vent. IQ Spot, on va le prononcer à l'anglaise. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.